Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Matinée dédiée à la nature de Bouddha. Un thème qui me plaît beaucoup, qui m'inspire énormément. J'espère qu'il saura vous inspirer autant qu'il m'inspire moi. Et on va diviser cette matinée en deux. La première partie, ça va être quels sont les bienfaits de méditer et d'apporter un peu plus cette conscience de la nature de Bouddha dans notre existence. Et la deuxième partie, ce sera est-ce qu'on peut le prouver ça? Est-ce qu'on peut prouver qu'on a la nature de Bouddha? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on verra dans la première partie qu'est-ce que c'est que la nature de Bouddha. On verra plus en détail qu'est-ce que c'est dans la deuxième partie. Mais comme on s'est habitué, pour ceux qui méditent depuis un certain moment ou qui suivent des enseignements, on s'est habitué à être capable de valider par la raison que les diverses propositions rencontrées dans le bouddhisme. Est-ce que c'est possible d'avoir une certitude basée sur la raison qu'on a quelque chose en nous qui peut devenir un Bouddha? Alors on va aussi poser la question, bon, si on dit la nature de Bouddha, qu'est-ce qu'un Bouddha? C'est quoi un Bouddha? On va voir tout ça ce matin à travers deux sessions, 9h, 10h30, 11h, 12h30. Et je vais entrecouper les enseignements de quelques méditations et sans attendre, on va travailler une vingtaine de minutes sur le calme mental pour essayer d'affiner le pouvoir de l'attention, pour faire en sorte que les choses sur lesquelles on va poser notre regard pendant cette matinée, cela puisse être à même de résonner en nous. Et le calme mental, c'est vraiment ce qui permet que les choses sur lesquelles on réfléchit, elles ne soient pas seulement logiquement valides, mais elles puissent vibrer à l'intérieur de nous comme une expérience forte. Et ça, c'est permis à travers à la fois une attention continue et une clarté mentale. Et ces deux qualités de l'attention continue et de la clarté mentale, c'est exactement ce qu'on essaye de développer dans la méditation qu'on appelle shamatha, demeurer calme, ce qu'on appelle et qu'on a traduit souvent en tant que calme mental, mais je préfère demeurer calme parce que c'est beaucoup plus proche de shamatha, demeurer calme en sanskrit. Donc je vous invite sans plus attendre à prendre une position de méditation confortable, que vous soyez assis sur une chaise, un coussin, assis sur votre lit, dans un canapé, peu importe. Et je vous invite à prendre une position qui vous inspire à la fois une forme de détente, mais sans verser dans le relâchement, et à la fois une forme de tonicité. Essayez de la trouver dans votre posture, et d'ailleurs c'est sur la posture du corps, la position du corps qu'on va méditer ce matin. On va tenter de développer un peu plus de pleine conscience de la position du corps. Cette pleine conscience, elle peut se porter sur divers objets, on peut méditer sur le souffle, on peut méditer sur des objets visualisés dans la sphère mentale, mais on peut également méditer sur la position du corps. Et je vous invite à porter attention à la position de vos mains. Et on s'aperçoit peut-être que pour être conscient de la position des mains, on le fait pas nécessairement avec le regard, on pourrait, si on avait les yeux un peu baissés, mais on le sent avec les diverses sensations tactiles à la surface de notre peau, de nos doigts par exemple,
Et puis aussi parce qu'on se représente peut-être nos mains avec la conscience mentale, comme si on avait une image mentale de la position de nos mains, de nos doigts. Et ce petit effort dans la détente, c'est ce qui, par répétition, va produire un peu plus de clarté mentale, réveiller l'esprit comme un échauffement. Apprécions à maintenant la position de nos bras. De nos épaules. De notre tête. De notre bouche, notre mâchoire, notre langue. Et on peut tout aussi bien porter attention à cette position et de temps en temps se dire « Ok, ben ce que je viens de faire là, c'est ça. À minima, au moins, je suis connecté à la position de ma langue, j'arrive à la percevoir. Et ce petit regard en arrière, si on le répète, sera sans doute à même de produire une forme de joie, d'enthousiasme, qui est un des ferments du calme mental, de la méditation de shamatha. Qui est le premier pouvoir qu'on est invité à cultiver, pouvoir de l'effort joyeux. Et l'effort joyeux, c'est de savoir que ça fonctionne et d'avoir une force intérieure pour continuer. Et ça nécessite une forme de contentement. Ok, c'est tout petit ce qui se passe, là, maintenant, peut-être, mais néanmoins, j'arrive à le faire. La position de nos yeux, de nos sourcils. La position de notre dos.
la position de nos jambes. Et encore une fois, de temps en temps, posez-vous la question, est-ce que je fais bien ce qu'il faut faire, même pour la durée d'un souffle, même pour une fraction de seconde? C'est sur ce qui fonctionne qu'on doit s'arrêter. Position des pieds, des orteils. Et ça, vous pourriez faire le test quand on répète ça dans la journée. Il y a un moment, ça va plus vite. On a l'impression que c'est beaucoup plus habile. On arrive à dessiner mentalement ce qui se passe, les positions du corps avec beaucoup plus d'aisance. Un peu au départ, c'est comme si on avait une main engourdie, qu'on voulait dessiner un croquis. On n'arrive pas, on perd l'objet, on n'arrive pas à bouger vraiment le regard mental vers la position du corps. Et à mesure qu'on répète cet exercice, ça devient beaucoup plus souple. D'ailleurs, c'est une des qualités du calme mental qu'on acquiert, une souplesse mentale. On arrive à diriger notre esprit sur n'importe quel objet. Et ça vient contrer un des problèmes qui empêche la concentration, qui est une forme de léthargie, un esprit embrumé. On a du mal à bouger l'esprit, on a du mal à réfléchir sur des choses, on a du mal à amener des qualités dans notre esprit. Alors maintenant, on va essayer de considérer le corps dans son entièreté. Ça ne veut pas dire qu'il faut être conscient de toutes les parties du corps, mais posez-vous la question, est-ce que je suis au moins à minima conscient de ma position maintenant ? Et peut-être qu'on peut s'apercevoir que pour être conscient de sa position, il ne faut pas être conscient de tout. Je peux même être conscient de la position de mon corps si je suis conscient seulement de la position de mes mains, conscient de la position de mon corps si je suis à ce moment-là seulement conscient de la position de mes jambes, comme je peux être conscient de voir une personne en ne voyant que son visage par exemple. Ça, c'est une indication pour éviter de tendre l'esprit, pour espérer qu'il faille tout saisir, tout englober, être conscient de toutes les parties du corps pour commencer la méditation. Non, on prend l'esprit là où il en est, avec ses facultés imparfaites au départ, et on travaille avec. Essayez de développer cette confiance que vous êtes bien conscient de la position de votre corps, même si vous n'êtes conscient que d'une partie seulement, et cette partie même peut changer moment par moment. Et dans cette phase, on n'essaie même pas vraiment de pousser la stabilité, la durée pendant laquelle on se porte sur les positions du corps. On fait des tests. On essaie de trouver notre objet de méditation, ce sur quoi nous allons méditer.
ces petites tentatives, ces petits essais qu'on fait, c'est pour aussi contrer la tendance naturelle à essayer de tout vouloir connaître dès le départ. Parce que si on doit développer de la détente pour que la stabilité mentale puisse s'installer, il ne faut pas avoir cette tendance à trop vouloir. Et d'ailleurs, maintenant que nous allons essayer de développer cette deuxième qualité de la concentration, la qualité de la stabilité, on va prendre 3 profondes, grandes inspirations, expirations. Et sur l'expiration, vous pouvez sentir votre corps qui s'installe. Essayez de trouver ce que ça veut dire en temps réel, la détente du corps. Et on voit que ce n'est pas un affaissement complet, sinon on ne serait même plus assis sur le coussin, on s'effondrerait par terre. La détente, elle n'est pas seulement physique, mais c'est sûr qu'en travaillant sur le corps, on peut inspirer cette détente. Mais ce que je trouve être la manière la plus efficace parfois de travailler la détente, c'est de donner au relâchement de la tension un symbole. Et ce symbole, c'est notre reconnaissance de l'importance du présent par rapport aux préoccupations excessives pour le passé et le futur qui nous font toujours être distraits, d'oublier le présent. Et quand on fait cet effort d'expirer, on a l'impression qu'on s'installe dans le présent comme étant quelque chose d'important. C'est un geste fort de se dire « Ok, là, j'oublie les préoccupations excessives, le ressassement pour le passé, pour l'avenir. » Bien sûr que l'avenir et le passé sont importants, mais en tout cas, pendant l'espace de cette méditation, si on veut absorber l'esprit sur son objet, qui est là les positions du corps, il faut totalement demeurer dans le présent. Il faut être à 100% dans le présent. Ok, donc je vous laisse prendre ces 3 grandes, profondes, lentes inspirations, expirations et sentir ceci dans l'expiration. Et maintenant, demeurez quelques instants dans la conscience du corps, de sa position. Et là, on peut étendre la durée. Et quand l'esprit se distrait, on s'en aperçoit et on revient sur l'objet de méditation, la position du corps.
Et on va pouvoir calmement réouvrir les yeux si on les avait fermés, reprendre contact avec la sphère auditive. Et tenter de conserver la qualité de cette attention, ce qui pourra nous servir par la suite. Alors, je disais tout à l'heure à la personne présente que j'ai pris un mug, je suis au centre Kala Chakra là, qui est un mug, c'est mon mug. Et je dois être censé enseigner l'absence de soi de la personne, c'est mon mug. Ça fait un peu bizarre quand même. J'essaie de le cacher, mais je dois vous le dire quand même, c'est mon mug. Ok, alors, en guise d'introduction, on va faire un petit test, un petit jeu. C'est pas un jeu, mais une des manières qu'on peut avoir de se motiver à la nature de Bouddha, c'est de revenir à une notion assez essentielle dans le bouddhisme. C'est sur quoi on désigne une personne, sur quoi se désigne-t-on? Par exemple, vous qui êtes en train de me regarder, vous désignez François sur la base de ma voix, vous m'entendez, vous pouvez vous dire, ok, ça c'est François. La plupart, vous regardez votre écran et vous voyez mon corps. Moi, je vois d'ailleurs les personnes ici présentes et je désigne les personnes en fonction de ce que je vois. Elles ne parlent pas, mais si elles parlaient, je pourrais désigner ces personnes, je pourrais m'engager avec cette personne, je pourrais connaître ces personnes en fonction de leurs caractéristiques physiques. Je ne suis pas clairvoyant, je ne peux pas connaître leur esprit. En général, je ne désigne pas une personne sur la base de son esprit, puisque je ne suis pas en contact avec cette chose immatérielle qu'est l'esprit d'une personne. Mais prenons pour nous, par exemple, sur quoi se désigne-t-on? On peut se désigner sur plein de choses. On peut se dire, moi, François, j'ai 43 ans. On peut se désigner sur son âge, on peut se désigner sur ses caractéristiques physiques. Je pèse tant de kilos, on peut se désigner sur la base de nos caractéristiques mentales, de nos habitudes. Moi, je suis plutôt quelqu'un en colère, je suis plutôt quelqu'un qui a beaucoup d'attachement, je suis quelqu'un qui me sent seul, je suis quelqu'un qui me sent pas bien, je suis quelqu'un qui est joyeux. On peut se désigner sur une infinité de choses. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut se désigner sur la base de quelque chose qui n'existe pas maintenant? Et n'hésitez pas en ligne à allumer votre micro et à vous exprimer. C'est-à-dire, je ne comprends pas la question. Est-ce que je peux dire François, je peux me désigner sur la base de ce que j'ai été par exemple? Ouais. Oui, ça ne te semble pas... Ben non, j'ai été un enfant turbulent, par exemple. J'ai été un enfant turbulent, d'accord. Ça vous semble correct? Rien ne vous étonne. Oui, Capucine? Alors, moi, en termes de débat, je dirais que non, parce que c'est des choses non existantes et on peut pas désigner quelque chose sur des choses non existantes, donc c'est pas très Oh! réfléchi. Hein, alors, là, si toi qui es versé dans le débat, un dinosaure n'existe pas alors? Ah, dinosaure est non existant actuellement, oui. Ouais, mais non existant actuellement ne veut pas dire qu'il est non existant. J'ai pas utilisé cette question. Est-ce que non existant, ça veut dire non existant actuellement, ou c'est impossible d'avoir existé, ou genre les plantes de lapin, là, c'est non existant parce que c'est impossible Oui, que ça existe, mais du coup, un dinosaure, il est existant. oui. Ok. Bon, bah, Existant, ça veut dire qu'il existe
à un moment, mais ça ne veut pas dire qu'il existe maintenant. Ok, bah, je retire ton argument alors, et je suis d'accord avec Catherine. Donc, oui, Napoléon existe, c'est un objet de connaissance, mais ce n'est pas un objet qui existe maintenant. Et bref, je peux me désigner sur la base de ce que j'ai été. Voilà, j'étais un enfant qui n'a pas marché avant 1 an, je me traînais sur mes bras arrière, j'avais trouvé le moyen de me déplacer comme ça. Puis ça a un petit peu inquiété mes parents, donc ils m'ont un petit peu forcé. Mais voilà, ça c'est l'histoire, je me désigne sur ce qui a été mon histoire. Je me désigne sur quelque chose qui a été mon histoire et qui existe. C'est vrai qu'à 1 an, je marchais toujours pas et que j'étais un peu tardif. Est-ce qu'on peut se désigner sur quelque chose qui n'existe pas encore? Est-ce qu'on peut se dire, moi, je vais... qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Moi, je vais... il y a un jour, je vais tomber malade. Moi, il y a un jour, je vais mourir, par exemple. Est-ce que c'est valide? Oui. Ouais. Oui. Bah oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le rapport qu'on a avec soi-même, il n'est pas nécessairement dans l'image qu'on a de soi-même maintenant. Un individu, il a des moments différents. Il a l'individu bébé, l'individu adolescent, l'individu adulte, l'individu avancé en âge, etc. Et on peut tout à fait, dans le présent, se dire, ben moi je vais être ça, moi j'ai été ça. On peut se désigner sur la base de plein de choses. Moi, quand je vais être plus âgé, ben, peut-être que je ne pourrai pas faire toutes les activités que je fais maintenant. Ça, c'est valide. Moi, par le passé, ben, j'étais plutôt grassouillet, j'étais une grosse tête et je marchais pas à 1 an, par exemple. Donc ça, on se désigne sur la base de choses qui sont existantes dans le passé, le présent et le futur. Vous allez voir où je vais en venir. Hein. C'est un peu long comme introduction, mais il arrive très souvent qu'on se désigne sur la base de choses qui n'existent pas, par contre. Et ça, c'est plus problématique. Sur la base de choses qu'on pense être, de choses qu'on n'a pas et qu'on voudrait absolument, sur des exagérations mentales. Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas la nature de Bouddha. Moi, j'ai plutôt l'impression que j'ai la nature du loser, moi. Moi, je pense plutôt que c'est impossible pour moi de me transformer, c'est impossible de méditer, c'est impossible. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours en colère. Là, on se désigne sur la base d'une impression que nous sommes toujours en colère. Alors, je crois qu'aucun individu peut être absolument tout le temps en colère, donc c'est une exagération mentale, mais ça n'empêche pas moins que notre certitude fait que sur le moment, on a l'impression qu'on existe en dépendance de cette colère continuelle. On se désigne sur la base de quelque chose qui n'existe pas du tout, mais on est tellement convaincu qu'il n'y a aucun espace pour essayer d'apercevoir qu'on puisse être autrement que ça. Et on passe son temps à se désigner soi sur la base de choses qu'on est ou qu'on n'est pas. Et une des propositions bouddhistes, c'est de dire que la plupart du temps, quand on se désigne sur la base de choses qu'on n'est pas vraiment, ben, ça produit de la souffrance. Ça produit du découragement, ça produit de l'anxiété. Il n'y a rien de plus terrible que se dire « moi, j'y arriverai pas, moi, je suis comme ça depuis que je suis né, de toute façon, j'y arriverai jamais, j'ai cette tristesse en moi ». Et le découragement, c'est vraiment terrible, c'est vraiment quelque chose de très douloureux, de se dire « moi, j'y arriverai jamais ». Je pense que moi, j'ai la nature du loser, moi, j'ai la nature de la personne découragée, j'ai la nature de la personne qui n'a pas de force, qui n'a pas d'enthousiasme, qui réussit jamais. Et ça, sont toutes formes d'exagération mentale, mais qui nous semblent tellement réelles et sur lesquelles on se désigne sans arrêt. Pas dire que tout le monde se désigne sans arrêt là-dessus, mais
En tout cas, ça nous arrive dans des moments où on a ces perturbations mentales dans l'esprit de nous désigner là-dessus. Et le sujet de la nature de Bouddha, ça vient introduire la possibilité qu'on puisse se désigner sur quelque chose qui n'existe pas encore maintenant, mais qui existera absolument, sans aucun doute à l'avenir. Et le bienfait de cet enseignement sur la nature de Bouddha, c'est de se dire quel est le bienfait de me désigner sur cette chose que je vais devenir. Quel est le bienfait de me désigner en lien par rapport à ça, plutôt que des choses qui n'existent pas et qui me semblent exister sur le moment. Capucine, tu as levé la main à nouveau ou c'est... Oui? Oui, non, mais pardon, mais peut-être qu'on n'est pas obligé de s'attarder là-dessus, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut se désigner sur quelque chose qui n'existe pas. Je ne comprends pas comment c'est possible en termes de facteurs mentaux et de répartition, de comment les phénomènes fonctionnent. Alors là, en termes de facteurs mentaux, c'est que l'objet conçu est un objet qui n'existe pas, et c'est d'ailleurs la définition d'une perturbation mentale, c'est que l'objet d'engagement n'existe pas. C'est-à-dire l'objet qu'on visualise n'existe pas. Mais on est tellement sûr qu'il existe que c'est ce qui fait que la conscience elle est erronée, et ce qui fait qu'on est dans l'illusion. Comme... Même si les cornes de lapin, ça n'existe pas, l'objet d'engagement corne de lapin, il existe par contre. Et on a un engagement qui est erroné vis-à-vis de ça. Oui, une conscience erronée, c'est une conscience qui est dans l'erreur par rapport à son objet d'engagement. Mais l'objet d'engagement n'existe pas puisque c'est ça les cornes du lapin. L'objet conçu, il n'existe pas. Mais par contre, l'apparence dans ton esprit des cornes de lapin, lui, existe. Elle existe. Okay. Et ça, c'est l'objet d'engagement, l'apparence des cornes de lapin. Non, c'est l'objet apparent, ça. Ok. En fait, tu vois les choses à travers une apparence et tu as l'impression que la chose existe vraiment. L'apparence existe, tu es bien dans l'illusion, il y a bien une illusion qui apparaît dans ton esprit, elle existe cette illusion, mais toi existant comme une personne incapable ou un loser complet ou quelqu'un qui ne peut pas changer, cet objet il n'existe pas lui. Okay. C'est ce qui fait que c'est une conscience erronée, c'est ce qui fait que c'est une conscience fausse. Donc tout l'intérêt de cet enseignement sur la nature de Bouddha, c'est qu'il n'y a pas, à mon sens, de motivation plus forte que ça, que de se dire, moi, et pas seulement moi, mais tous les êtres sentients, ont la capacité de devenir un Bouddha. Alors on verra comment on essaie de faire sens de ça, parce que moi je pourrais vous dire, vous avez tous la nature de Superman. Ouais. Vous avez tous la nature de Superman. Quelle est la différence entre dire vous avez tous la nature de Superman et dire vous avez tous la nature de Bouddha? Ça peut être très motivant de se l'entendre dire « Waouh, je peux devenir un Superman », mais si ça n'existe pas, on va être déçu au bout d'un moment. Et si on est déçu, on va souffrir. Le but de la nature de Bouddha, c'est quand même de nous inspirer. Quelle différence y a-t-il entre vous allez tous devenir un Bouddha, vous allez tous devenir un Superman? Les chances que les Superman sont moindres. Pardon? Nettement moindres. Les chances de devenir des Superman ou Superwoman sont nettement moindres. Mais il y a une chance quand même. Oh, c'est une façon de parler. Oui. De phrase. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. J'avais envie de répondre parce que pour devenir un
D'accord. Et on a certainement un meilleur potentiel que d'avoir des pouvoirs imaginés, des dessins animés. Oui. Alors, en langage bouddhiste, on dira que Superman, c'est un personnage imaginaire, comme Harry Potter ou Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, mais un personnage imaginaire et pas un personnage existant. Exactement. Donc, on ne peut pas devenir quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Gollum existe dans le livre, il existe comme personnage imaginaire, mais il n'existe pas dans la réalité. On ne va pas rencontrer un Superman. Mais on peut rencontrer un Bouddha, donc il y en a un qui existe, l'autre n'existe pas. Mais jusqu'à présent, bon, ok, c'est mes mots, comment on le valide ça, on va voir. Mais le départ de cette réflexion sur la nature de Bouddha, c'est de voir tous les bienfaits qu'il y a à se désigner sur ce qu'on peut devenir. Tout ce que ça peut générer comme force intérieure dans l'esprit, de transposer notre propre désignation de quelque chose qui n'existe pas à quelque chose qui a un infini potentiel. Et cet enseignement sur la nature de Bouddha, il est essentiel dans ce qu'on pratique dans le Vajrayana, dans le Tantrayana, parce qu'on vient complètement intégrer l'idée qu'on puisse être un Bouddha, mais comme si on l'était maintenant. Comme si on l'était maintenant. Je ne dis pas qu'on l'est maintenant, on n'est pas des Bouddhas maintenant, mais on absorbe le résultat de la voie comme s'il était présent maintenant. Et le bienfait et le pouvoir transformatif de cette pratique, il est décuplé. Et ça, c'est à nous de voir déjà dans le départ de cette matinée comment on gagnerait à se désigner sur la base de ce qu'on peut devenir. Et finalement, une partie du bouddhisme, c'est d'ouvrir notre perspective à désigner les êtres, non pas sur ce qu'on perçoit d'eux en temps réel, mais sur quelque chose de plus vaste. Quand on veut développer la bodhicitta, par exemple, on essaie de se souvenir que tous les êtres, dans les vies précédentes, ont été nos mères, par exemple. C'est-à-dire qu'on désigne les êtres non plus sur « Oh, c'est ma mère, c'est pas le cas, mais elle est vieillissante, elle commence à zozoter, à répéter, à se répéter. » On désigne notre mère sur la base de la manière dont on la perçoit en temps réel. Ça nous agace. Là, la perspective, elle est très périscopique, elle est très limitée. On désigne cette personne uniquement, oh là là, elle est vieille, elle commence à être encombrante. Bon, ça c'est très très limité. Et l'objectif de la bodhicitta, de développer la compassion, c'est d'ouvrir la perspective de la désignation des êtres, non pas de manière limitée, mais de manière très ouverte. De se dire, mais voilà, mais cette personne, déjà me souvenir que cette personne, dans ma jeunesse, elle a changé mes couches, elle s'est réveillée la nuit, elle s'est sacrifiée un nombre incalculable de fois pour m'emmener aux activités sportives. Elle a fait tellement d'efforts, faire les courses, à manger. Combien de fois elle a répété l'action de faire à manger, de s'oublier elle-même. Elle n'a peut-être pas envie ce jour-là de se réveiller, mais voilà, j'étais malade. Toute cette considération, ben, c'est ce qu'on vient absorber pour essayer de développer la compassion. Donc on vient essayer de se souvenir qu'un être n'est pas équivalent à la manière dont il nous apparaît en temps réel. Et d'ailleurs, plus on a cette vue périscopique et limitée de se dire que la personne est seulement équivalente à la manière dont elle nous apparaît maintenant, plus on a de chances d'avoir des perturbations mentales, de colère, de ressentiment, et de venir surimposer sur la base du réel quelque chose d'imaginaire. Et la colère, elle vient complètement prendre un seul petit détail, en faire une énorme image, recouvrir tout l'espace mental et venir complètement oblitérer tout ce qui s'est passé par le passé. Donc,
le travail de la compassion, c'est venir se souvenir, de restaurer que quand on considère que notre mère, tout ce qu'elle nous a donné, et pas seulement dans cette vie, eh bien on génère quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus existant et de beaucoup plus valide que lorsqu'on a des perturbations mentales qui toutes procèdent d'une exagération du réel. Toutes les perturbations mentales ont un objet qui n'existe pas. Une exagération. C'est trop exagéré pour être vrai. Et quand on ouvre la perspective et qu'on découvre qu'on peut comprendre que les êtres autour de nous ne sont pas seulement des étrangers, des personnes neutres, mais qui sont à une grande échelle. Ils ont été nos mères, ils ont été nos parents, ils ont été nos frères, ils ont été nos sœurs, ils nous ont changés, ils se sont sacrifiés, ils ont donné leur vie, ils nous ont donné à manger, ils ont été généreux. C'est beaucoup plus sain de se souvenir de ça, c'est beaucoup plus réel. Donc ça, c'est une méthode pour déjouer l'hostilité et pour développer la compassion. C'est d'agrandir la perspective. Ce qui est en lien avec la compassion, c'est quelque chose de vaste. Et ce qu'on fait avec la nature de Bouddha, c'est que ce n'est pas en lien avec ce que les êtres ont été, c'est ce que les êtres peuvent devenir. Là, on ouvre la perspective future. Tout ce que les êtres peuvent devenir. En termes optiques, on pourra dire que le bouddhisme, il vient vraiment, c'est un très grand angle, à la fois dans le passé et l'avenir. Et de venir intégrer cette perspective de tout ce que les êtres nous ont donné, tout ce que nous avons fait par le passé et de tout ce que nous sommes capables de faire à l'avenir. La qualité de l'esprit devient vraiment extraordinaire et vaste. Parce que plus on est périscopique, plus on a de chance, encore une fois, d'avoir des perturbations mentales. Oh, j'ai raté la tarte aux pommes, je suis vraiment nul. Je rate tout le temps les tartes aux pommes. De toute façon, je ne sais pas faire à manger. Puis je ne suis pas une mère de famille qui prend soin des autres. J'étais au téléphone, c'est resté dans le four. Je suis vraiment... Ça, on arrive, quand on a toutes les perturbations mentales, le découragement, le jugement excessif, de venir recroqueviller l'image sur quelque chose de tout petit. Donc maintenant, je vous invite à reprendre une position de méditation et poser la question: sur quoi je me désigne, moi? À quoi est-ce que je passe mon temps? À me considérer sur les choses que j'ai faites, sur mes échecs, sur mes succès, sur des choses qui existent? Qu'est-ce qui occupe mon esprit? Est-ce que je m'occupe de savoir que j'ai un potentiel, par exemple? Est-ce que ça occupe mon esprit, ça? Parce que la nature de Bouddha, une des comparaisons qui est souvent faite, c'est comme si on était dans une maison complètement délabrée et que sous-sol, il y ait un gisement d'or incroyable. Donc je vous laisse quelques minutes pour vous poser la question: à quel point est-ce que j'ouvre ma perspective sur ce que je peux devenir? Est-ce que je le fais souvent, ça? Et d'écouter même votre voix qui vous dit: bah non, de toute façon, ça ne sert à rien, je sais très bien ce que je vais devenir. Ça ne va pas changer, je vais rester comme ça. Le Tantra, Yana, on atteint l'éveil, et c'est passionnant comme présentation, on atteint l'éveil. Dans le Sutra Yana, on atteint l'éveil quand on dissipe les voiles à la connaissance et les voiles afflictifs. C'est les deux voiles qu'on doit dissiper pour atteindre l'éveil. Dans le Tantra, pour atteindre l'éveil, on doit dissiper la saisie des choses ordinaires et l'apparence des choses ordinaires.
Et les choses ordinaires, c'est ouais, mais moi je suis que ça, je ne peux pas faire grand-chose. Ça, c'est la saisie de l'ordinaire. Je me considère comme très ordinaire. Quand on prend conscience de notre nature de Bouddha, on dissipe notre conscience ordinaire de se désigner sur la base de choses microscopiques et très souvent inexistantes. Ok, donc je vous laisse maintenant quelques instants. Essayez de vous souvenir de moments où votre conscience était très périscopique, très limitée. Et de voir le coût que ça a et à quel point ça génère une forme de certitude, oui peut-être, mais aussi parfois une forme de découragement, de tristesse, de souffrance. Quand, dans certains moments de votre existence, vous avez pensé c'est trop dur, c'est trop difficile, j'y arriverai pas.
On peut considérer dans cette réflexion à quel point on se focalise sur les choses du passé, sur ce qu'on a loupé, sur ce qu'on a manqué, sur comment il faudrait que ce soit. À quel point on s'absorbe là-dedans et le coût mental que ça peut avoir. Comme ça vient recouvrir l'espace mental à tel point que notre potentiel disparaît de notre perception. Et s'il disparaît et que l'autre prend tout l'espace, alors on peut être quasiment sûr qu'on crée les causes à ce que notre conscience soit fausse, c'est-à-dire qu'on ait une perturbation mentale derrière. Parce que si on a l'impression qu'il n'y a que ça, alors on va générer une forme de découragement qui est une perturbation mentale, une forme de désespoir qui est une perturbation mentale, une absence de foi dans notre potentiel qui est aussi une perturbation mentale. Et que si c'est l'appréhension qu'on a parfois, alors cette appréhension fausse, elle va fonctionner à nous empêcher d'aller de l'avant, d'avoir cette force joyeuse, forte, d'avoir cette aspiration à l'avenir. Quand on a l'impression que notre nature, c'est d'être un loser ou d'être une personne qui n'arrive pas à se transformer ou une personne qui n'arrive pas à changer, alors on vient refermer l'objectif et empêcher l'aspiration personnelle de se dire, voilà, puissais-je développer mon potentiel. On ne peut pas à la fois avoir dans un même moment de conscience l'impression qu'on n'a pas de potentiel, puisqu'on est sûr de ne pas en avoir, et en même temps aspirer à développer son potentiel ou à l'accomplir son potentiel. C'est-à-dire que cette vision très ordinaire de nous, elle empêche la bienveillance envers soi qui serait de se dire, voilà, puissais-je atteindre le bonheur à venir, puissais-je développer mes qualités, puissais-je atteindre l'éveil, puissais-je devenir un Bouddha, etc., etc. Et on peut faire exactement la même chose pour les autres aussi, mais là on se concentre sur soi pour commencer. Et à l'inverse, c'est quoi les bienfaits de se désigner sur ce qu'on est capable de devenir? Comment ce serait si, plutôt que de rester sur les choses du présent ou du passé, sur les échecs, les choses plutôt assez négatives, j'apportais dans mon quotidien beaucoup plus d'appréhension de ce que je peux devenir? Essayez de vous imaginer. Imaginez-vous ce que ce serait de vivre dans une maison délabrée et de savoir que à quelques mètres sous terre, il y a un trésor inestimable. L'autre exemple qui est pris, c'est essayer de vous imaginer une femme très 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 pauvre dans l'Inde qui saurait que dans son ventre, elle a un enfant qui va devenir ce qu'on appelle un chakravartin, un empereur. C'est des empereurs qui tournent la roue du Dharma, qui sont des empereurs très très vertueux. Imaginez ce que ce serait cette femme si elle était consciente, une femme très très pauvre, comme on voit parfois les sans-castes dans l'Inde, et qui saurait que dans son ventre, là, il y a
le potentiel d'un futur empereur. C'est toutes des analogies qu'on retrouve. Imaginez ce que ce serait d'apporter un peu plus de conscience qu'on a un potentiel à venir. Et tentons d'apercevoir à quel point la conscience de notre potentiel pourrait éliminer le découragement. Et, à l'inverse, développer le courage, la force, l'effort joyeux, la vigueur. Et si ça vous semble un peu distant, le fait de pouvoir devenir un Bouddha, on peut prendre une limite un peu plus atteignable peut-être. Comment ce serait si j'avais juste un petit peu plus d'amour? Comment ce serait si j'avais un peu plus de concentration? Est-ce que je me l'imagine souvent, ça? Est-ce que je passe souvent du temps à me dire, mais ouais, mais je suis capable de faire juste un petit peu plus? Parce que là, on poursuit la courbe jusqu'à la bouddhéité, mais est-ce que souvent, on passe du temps à se désigner sur la base du petit pas en plus? Et quel est le bienfait intérieur de se dire, ok, ben, je vais peut-être pouvoir faire juste un petit peu plus, peut-être que je vais peut-être pouvoir être juste un peu plus aimant, un peu plus calme. Parce que ça, c'est aussi se désigner sur quelque chose qui est possible, qui existe, et qui est bien plus bénéfique que se désigner sans arrêt sur la base de nos échecs, par exemple. Et de nos habitudes. Et on peut répéter cet exercice, et vous pourriez répéter cet exercice pendant plusieurs jours jusqu'à ce que vous sentiez, waouh, mais bien sûr, il faut que je fasse ça, c'est intelligent, c'est malin. Si ça, c'est possible, ça porte bien plus de bienfaits quand j'observe ça. Parce que je me sens plus fort, je sens que c'est possible. Alors la question maintenant, on va mettre fin à cette courte réflexion, la question maintenant c'est, ouais, mais comment on sait si c'est possible? Comment on sait si moi, sous ma maison, j'ai de l'or? Comment savoir si
le, le bébé que je porte, ça va être un futur Chakravartin. Est-ce que je sais que ça va être un empereur? Donc ça va être ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Donc les bienfaits d'enseigner que dans chaque être, il existe un élément de base pur par nature. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans un texte de Maitreya qui s'appelle le Sublime Continuum, Uttara Tantra, qui expose les qualités d'enseigner la nature de Bouddha. Et le premier bienfait, c'est d'abandonner la faute d'un esprit découragé et développer la bodhicitta, la volonté d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et dans le Lamrim, il y a un passage où les bodhisattvas, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont découragés? Qu'est-ce qu'ils font quand ils se disent « mais c'est trop difficile, il y a trop de souffrance, j'arriverai jamais à ce but, j'arriverai jamais à la bouddhéité, il y a trop de souffrance dans le monde, c'est pas possible, j'y arriverai pas ». Et l'antidote qui est proposé dans le Lamrim, c'est méditer sur la nature de Bouddha, se souvenir que c'est possible. Je lisais récemment un livre sur la dépression et sur... parce que ça m'intéresse vraiment, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'on a des graines, des mini-graines de ça, comme on a des mini-graines d'addiction, comme on a des mini-graines de... Et c'est assez proche. Et un des facteurs parfois capables d'accentuer la dépression, c'est de se déconnecter, c'est une déconnexion d'un futur meilleur. La déconnexion d'un futur meilleur possible. Et c'est un ouvrage qui a été fait, que ce n'est pas du tout par une personne bouddhiste, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est très proche. Quand on déconnecte mentalement la possibilité de quelque chose de meilleur, c'est très difficile d'avoir de l'effort joyeux, d'avoir du courage. Donc ça, c'est un des premiers bienfaits, d'abandonner la faute d'un esprit découragé, de développer la bodhicitta. Comment on peut atteindre l'éveil si on pense qu'on ne peut pas être éveillé? C'est rédhibitoire, ça. Comment je peux devenir un Bouddha si j'ai l'impression que je n'ai pas la nature de Bouddha? Impossible. Donc ça, pour les bodhisattvas, c'est un vrai problème. S'ils se disent, non, moi je pense qu'il y en a qui ont la nature de Bouddha. Moi, je ne crois pas que je suis né comme ça. Je pense que c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Et à l'inverse, quand on médite et qu'on a une forte appréhension de la possibilité qu'on ait la nature de Bouddha, alors évidemment que la bodhicitta, elle émerge plus facilement dans notre esprit. Le bienfait aussi, c'est de savoir que on abandonne le problème de mépriser les autres quand on sait que tous les êtres ont la nature de Bouddha. On cesse d'avoir cette vision périscopique. Et on pratique avec le désir d'amener tous les êtres sensibles à l'éveil complet. Ça, c'est le bienfait, ça. On ne regarde pas les êtres de la même manière quand on sait que tous les êtres ont la nature de Bouddha. On cesse de les désigner sur toutes les illusions qui traversent notre esprit en lien avec ce qu'on pense que ces personnes sont alors qu'elles ne le sont pas. Quand on sait que ces personnes ont le potentiel de la bouddhéité, alors on vient déjouer l'hostilité, l'agression, la haine, la jalousie. Ok, donc qu'est-ce que c'est qu'un Bouddha? C'est quoi un Bouddha? Qui veut... C'est quoi? C'est un humain? Il ressemble à quoi? Qu'est-ce que c'est un Bouddha? Parce que si on a la nature de Bouddha, on
On a du mal à savoir ce que c'est vraiment qu'un Bouddha. C'est quoi un Bouddha? En ligne? Georges, oui? C'est quelqu'un comme nous qui a réussi à éliminer toutes ces perturbations, qui est omniprésent, en fait. Pas présent, qui a la omniscient. Oui, alors omniscient, ça c'est un... Ça c'est... Qui a, Alors tu dis qui c'est... a éliminé toutes ces voiles perturbatrices et ensuite qui a accédé à la vacuité. Oui, alors il a éliminé les deux types de voiles, le voile à l'omniscience et les voiles afflictives, et il a réalisé la vacuité de manière directe, ça c'est vrai. Il y a un sutra de la tradition pali qui... c'est un dialogue entre Bouddha et je crois des brahmanes, qui lui disent « Mais vous êtes quoi finalement? Vous êtes un dieu? Vous êtes... hein? Vous êtes un dieu? Vous êtes... et il cite différentes classes de différents types de dieux, et Bouddha à chaque fois dit « Non, 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 c'est pas ça. » Et il leur demande « Mais vous êtes un être humain ?» Il dit « Non. » Et la seule chose qu'il arrive à dire à la fin, il a dit « Je suis éveillé, c'est tout ce que je suis. » C'est le Dona Sutta, D-O-N-A-S-U-T-A, Dona Sutta. Et c'est ça, un Bouddha, il n'a pas de genre. Un Bouddha, ce n'est pas un homme ou une femme. Le Bouddha se manifeste de manière infinie en fonction des prédispositions des êtres autour de lui, mais ce n'est pas un être humain. C'est pas un être humain. Un être humain, c'est un être à l'intérieur du samsara. Par contre, c'est un individu. Un Bouddha, c'est un individu. C'est un être sentient. C'est pas un être sentient, c'est un être éveillé. Les êtres sentients sont tous les êtres autres que Bouddha. Comment tu écris sentient? S-E-N-T-I-E-N-T. Oui. Les êtres libérés, ils sont des êtres sentients, du coup. Pardon? Les êtres sont libérés, ils sont à la libération individuelle, c'est des êtres sentients? Oui. Aussi. Oui. Okay. Alors, il y a différentes catégories. Il y a les êtres samsariques et les êtres libérés. Ça, c'est une dichotomie. Les êtres ordinaires et les êtres supérieurs, ceux qui ont réalisé la vacuité de manière directe, ceux qui ne l'ont pas réalisé de manière directe. Les êtres, les Bouddhas et les êtres sentients, c'est aussi une dichotomie, différentes dichotomies. Ok, donc... Excuse-moi, je peux poser une question toute petite? Bien sûr. Sentient et sensible, c'est des synonymes ou pas? Parce que j'ai l'impression d'avoir plus souvent lu ou entendu être sensible, et toi tu utilises sentient. Oui, parce que sentient dénote la conscience. Parce que le problème d'être sensible, c'est qu'il y a plein d'êtres, pas d'êtres, d'organismes sensibles qui ne sont pas sentients. Je pense que sentient dénote la possession de la conscience, et ça vient être, c'est plus précis que sensible. Et en général, je l'entends de l'anglais, on dit sentient beings plutôt que sensible beings. On ne dit pas vraiment sensible beings en anglais. Et je pense que c'est plus précis de dire sentient. Même si c'est un terme qu'on emploie moins souvent, c'est plus précis. Parce qu'un arbre, il est sensible de son environnement. Moi, je connais des plantes en Inde, donc quand on les touche, elles sont sensibles, elles se referment comme ça, les feuilles se referment. Être sensible à son environnement n'est pas une raison pour prouver la conscience. D'accord. Sentient, c'est vraiment qui a une forme d'engagement avec le réel parce que possédant une forme de conscience. D'accord. Et tout à l'heure, si j'ai bien compris, tu es revenu sur ton expression définissant Bouddha comme un être sentient. Non,
il y a les êtres sentients et les Bouddhas. Mais les Bouddhas, en même temps, ils restent des êtres sentients. Pas dans la catégorie d'êtres sentients. Ils ont une conscience, mais ce n'est pas dans la catégorie des êtres sentients. Mais ça, c'est un classement. Hein. Ça ne veut pas dire que le Bouddha, ça veut pas dire que le Bouddha n'a pas de conscience. Oui. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Ça veut dire que quand le Bouddha se réincarne dans la forme d'un être humain, il est sentient, non? Non. Sentient? Bouddha peut jamais être sentient parce qu'il ne pourra jamais devenir un être sentient à nouveau. Une fois qu'on est Bouddha, c'est irréversible. Il prend l'apparence, la manifestation d'un être sentient, mais il n'est pas sentient lui-même. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, ouais. Sinon, il ne serait pas un Bouddha. Sinon, il dégénérerait de sa réalisation, ce serait dommage quand même. La réalisation de l'éveil, elle est irréversible. Ok. Merci. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est la nature de Bouddha, c'est quoi? Parce que là, c'est des mots pour l'instant. Qu'est-ce que c'est la nature de Bouddha? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui se transforme en Bouddha? Parce que les deux extrêmes dans le sujet de la nature de Bouddha, c'est de se dire, moi, il n'y a rien en moi qui va devenir un Bouddha. En d'autres termes, c'est impossible pour moi d'atteindre la bouddhéité. Et l'autre extrême, c'est de se dire, je suis déjà un Bouddha. C'est de se dire que la bouddhéité, elle existe en moi. Je suis déjà un Bouddha. Donc, l'enseignement sur la nature de Bouddha, quand on a le potentiel de quelque chose, c'est pas la même chose que dire qu'on a cette chose-là. Le potentiel, ça veut dire que justement, la chose, elle n'a pas été exprimée, elle n'a pas été actualisée. Qu'on a la nature de Bouddha ne veut pas dire qu'on est des Bouddhas. Ce serait chouette sinon. Il n'y aurait plus de boulot à faire. Donc la question c'est, ok, l'extrême c'est de se dire il n'y a rien en moi qui peut devenir un Bouddha. L'autre extrême c'est se dire je suis déjà un Bouddha, mais c'est quoi la réalité au final? C'est quoi la nature de Bouddha? Parce que c'est là-dessus qu'on est invité à méditer et qui va vraiment donner une conviction extrêmement profonde que vraiment on a la possibilité d'atteindre la bouddhéité. Et c'est quand on restaure cette possibilité-là qu'on découvre en nous une force inépuisable. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la nature de Bouddha maintenant? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui se transforme en Bouddha? Stéphanie a levé la main. C'est un peu le fait de dire qu'on a le potentiel de devenir. Donc il faut travailler ce potentiel pour atteindre le but de l'éveil. C'est comme la graine. Souvent on fait cette analogie avec une graine. Si on n'arrose pas la graine, s'il n'y a pas les conditions, l'arbre ne poussera pas. D'accord. Et c'est quoi l'équivalent de la graine? Il y a quoi? C'est quoi? Elle est où la graine en moi? C'est quoi? Parce que là, en fait, tu reformules le fait qu'on a un potentiel, mais qu'est-ce que c'est le potentiel? Il est où ce potentiel? C'est quoi l'équivalent de la graine en moi? Oui, Claire? Tu as ton micro coupé, Claire. Être bénéfique à tous les êtres. Alors, est-ce que moi, maintenant, je suis bénéfique à tous les êtres? Pas trop, hein. Si tu es bénéfique à nous. J'essaie déjà d'être bénéfique à moi. Je suis très, très limité. Je ne suis pas bénéfique à tous les êtres. Qu'est-ce qu'il y a en moi maintenant qui est la nature de Bouddha? Parce que la nature de Bouddha, est-ce qu'elle existe maintenant en moi? Est-ce que le potentiel de la bouddhéité, il existe maintenant en moi? Question. Oui ou non? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui ou non? Oui, il existe pour tout être humain. Merci Annie. Peut-être pour Merci. tout être sentient. Tout être sentient. Ok, mais c'est quoi alors? C'est pas ton esprit? Ben non, parce que mon esprit, quand il est affligé, plein de découragement, de colère et de ressentiment, je ne vais pas penser que ça se transforme en un Bouddha. Ça serait quand même... Oui, mais tu peux l'amener ailleurs, des afflictions. Ouais, donc c'est pas l'esprit, parce que si c'est l'esprit, il a plein de choses qui sont
qui vont dans la direction de la bouddhéité, et puis d'autres qui vont un peu à l'inverse de la bouddhéité. Hein. Club Capucine? Est-ce que c'est la conscience? Non, non, justement, parce que la conscience, elle est formée de plein de choses, la conscience. La conscience, elle est formée de perturbations mentales aussi. Une perturbation mentale, ce serait très contre-intuitif de dire qu'elle va se transformer en un Bouddha quand même. Puisque plus on a de perturbations mentales, plus on s'éloigne de la bouddhéité. Oui, mais elles ne sont pas éternelles, tes perturbations mentales, ni les miennes, ni celles des autres. Non, c'est vrai, mais... C'est un champ de travail, c'est toujours sur la conscience, non? On se gourre, non? Je sais pas. Dites-moi. Moi, je pensais à l'esprit. Marie-Christine pense à l'esprit. On travaille sur l'esprit. Ouais. Harry? C'est l'âme, non? L'âme. Alors l'âme, qu'est-ce que c'est l'âme? Je sais rien. C'est l'âme. Moi non plus. Solène? Je dirais la graine, c'est le cœur, c'est la possibilité de développer les qualités du cœur. Ok. La volonté de développer les qualités du cœur. Ouais, ça peut être une partie de la réponse. Ok, la nature de Bouddha. Capucine? Je me souviens dans de mes cours, mais c'est l'esprit intrinsèquement sans perturbation, le fait que l'esprit intrinsèquement est vide de perturbation et également qu'il est vide d'existence intrinsèque, mais pas ça, c'est autre chose. Mais surtout le fait qu'il est vide de perturbation intrinsèquement. Ok. C'est ça. Ouais. Ça, c'est une partie de la réponse aussi. Catherine? Oui, je suis comme Capucine, j'essaie de me rappeler, parce que j'avais quand même suivi une petite retraite là-dessus, donc je suis un peu contrite de voir que je ne me rappelle pas complètement bien, mais dans mes souvenirs, il y a la vacuité de l'esprit, qui serait la partie toujours là, et puis il y a la partie qui peut se développer, qui sont les qualités que je peux cultiver jusqu'à leur perfection. Voilà l'état de mes souvenirs. Ok, les qualités. Alors, parle-moi un peu plus de ça, des qualités que je peux... Alors, oui, donc la première partie, ce que j'appelle la vacuité de l'esprit, à tort ou à raison, c'est la partie qui est toujours là, qui est toujours là, qui correspondrait à la graine que tu demandes, et puis il y a une autre partie... Qui n'est pas toujours là? Qui n'est pas toujours là. Enfin, ah bon? Alors, je ne sais pas exactement, je pense qu'elle est peut-être là à un état très minimum, peut-être, c'est-à-dire à l'état de potentiel, c'est-à-dire que potentiellement je peux développer la compassion, potentiellement je peux développer l'amour bienveillant, mais ça doit se développer. C'est pas là dans son plein potentiel tout de suite. D'accord. Oui, c'est pour ça que c'est un potentiel. La graine n'est pas l'arbre. Oui, d'accord. Ok. Donc là, on a, je pense, couvert ce que c'est que la nature de Bouddha. On va maintenant rentrer un peu dans les détails, avant, dans la deuxième partie, de s'attarder sur les deux aspects de la nature de Bouddha et puis voir comment on peut méditer là-dessus pour développer une appréhension ferme, convaincante que c'est bien ce que nous possédons pour générer le résultat qui est une forme de courage, de vigueur. Il y a tellement de bienfaits à développer cette nature de Bouddha. Donc il y a deux types. Alors pour parler de la nature de Bouddha, on va parler de la notion de continuum. Il y a des continuums dans les individus qui sont éternels. C'est-à-dire ils n'ont pas de début et pas de fin. Et il est dit que les deux types de nature de Bouddha, ils sont sans début et sans fin. Ils n'ont aucun début et ils n'ont aucune fin.
ils n'ont surtout aucun début. Parce que si je veux vraiment être plus précis, quand on devient un Bouddha, on n'a plus vraiment la nature de Bouddha, on est un Bouddha. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est jamais ininterrompu. C'est pour ça que on entend, le texte de Maitreya qu'on étudie quand on étudie la nature de Bouddha, il s'appelle le continuum sublime. Tantra, ça veut dire continuum, ça veut dire qu'il y a une continuité. Il y a quelque chose en nous qui va se transformer dans la bouddhéité, qui va se transformer en un Bouddha. Et ces choses qui vont se transformer, il y en a de deux types. Le premier, ça s'appelle la lignée, c'est-à-dire la lignée, c'est peut-être un... Je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est la lignée dans le sens d'un continuum. C'est une continuum de développement, ça s'appelle. La lignée de développement. Et ça, c'est ce qui, à l'intérieur de nous, aujourd'hui, va se transformer dans tout ce qui est impermanent dans un Bouddha. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui va se transformer dans le corps d'un Bouddha et quelque chose en nous qui va se transformer dans l'esprit du Bouddha. C'est pour ça qu'il y a une continuité. Il y a quelque chose en nous, à l'état potentiel, qui va devenir le corps du Bouddha, qui va devenir la nature, l'esprit du Bouddha. Qu'est-ce qui va se transformer dans le corps et dans l'esprit du Bouddha? Ça, c'est la lignée de développement. Là, on est vraiment dans la théorie, après on verra dans la pratique comment on applique ça, sur comment on médite. Là, je vous dresse le portrait robot de cette nature de Bouddha. Donc la nature de Bouddha, il y a la lignée de développement qui elle-même comprend la collection de forces positives et la collection de sagesse. Ce qu'on appelle les deux collections, on appelle ça parfois la première collection de mérite, mais c'est vraiment la collection de forces positives. Je trouve que c'est parce que mérite, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est très connoté en plus. C'est vraiment la collection de forces positives qui va se transformer, elle, dans le corpus, dans le corps de la forme du Bouddha, dans la forme du Bouddha. Et la collection de sagesse, elle va se transformer dans l'esprit du Bouddha. Elle va devenir l'omniscience du Bouddha. Donc, la collection de mérite, la collection de forces positives, c'est un peu ce que j'ai entendu. Notre nature de Bouddha, qui est la lignée de développement, c'est toutes les qualités qu'on possède. Notre compassion, notre conscience discriminante, nos potentiels à la compassion, à la bienveillance, à l'altruisme. Tout ça, c'est ce qui potentiellement peut se développer dans le corps forme d'un Bouddha, dans la forme d'un Bouddha, c'est-à-dire son corps, sa multitude de corps. C'est-à-dire que notre nature de Bouddha, aujourd'hui, c'est toutes les qualités qu'on exprime et celles qui sont à l'état de potentiel. Et quelque être que ce soit possède cette nature de Bouddha parce qu'il possède des potentiels à générer de la compassion, de l'amour, de la bienveillance. Et ce potentiel, ça ne veut pas dire qu'il va le faire, ça ne veut pas dire que ça va être actualisé, ça ne veut pas dire que ça va se produire dans son esprit, mais en tout cas, tous sont capables. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on a cette nature de Bouddha-là qu'on peut être sensible aux enseignements, que les enseignements peuvent réveiller en nous quelque chose. Si on n'avait rien en nous qui soit réveillable, si on était dans une forme de coma, que personne puisse nous réveiller, alors les Bouddhas auraient beau enseigner, on aurait beau entendre ces enseignements, on ne sentirait rien vibrer en nous. D'ailleurs, l'activation de
de la lignée Mahayana. Ce qu'on appelle la lignée Mahayana, c'est quand on entend les enseignements sur la bodhicitta, tout à coup on a la chair de poule. On a la chair de poule, on pleure parfois parce qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en nous, quelque chose qui s'est réactivé, qu'on a à l'état de potentiel peut-être depuis les vies précédentes, et tout à coup ça se réveille en nous. Et on peut avoir ce réveil également quand on entend des enseignements sur la vacuité. Certains, ça peut les effrayer, la vacuité, on a l'impression que c'est rien, que c'est non existant, mais pour certains, tout à coup on a l'impression de retrouver quelque chose. Et là on éveille, c'est l'éveil de cette connaissance de la vacuité. Donc les deux types de lignées de développement, ce sont toutes les qualités et les potentiels qu'on a, potentiels karmiques, ces empreintes, ces graines, qui peuvent, quand elles rencontrent un sol, de la nourriture, de l'eau, du soleil, peuvent générer des causes à la bouddhéité. Et la collection de sagesse, c'est notre capacité à comprendre la vacuité. Tous les moments où on médite sur la vacuité, et ben ça c'est responsable de produire à l'avenir l'omniscience, comme disait Hari, d'un Bouddha. L'omniscience d'un Bouddha, c'est l'esprit du Bouddha. C'est sa conscience omnisciente. Et comme un Bouddha, il est fait d'un corps qu'on appelle parfois le Jnana Dharmakaya en sanskrit, et ces corps qui sont le Nirmanakaya et le Sambhogakaya. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais le corps physique, c'est Sambhogakaya, Nirmanakaya, Jnana Dharmakaya pour le corps qu'on appelle le corps de vérité. Et ça, c'est le résultat de la collection de sagesse. Ok, il est 10h30, on va faire une pause. On se retrouve à 11h pour maintenant aller un petit peu plus en détail et puis savoir comment on médite là-dessus. Comment est-ce qu'on arrive à prouver qu'on le possède, ça. Et de prouver que ça, c'est capable de devenir et de se transformer dans la bouddhéité. Ok ?